Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de monoxyde de carbone. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? C'est la première des questions. Donc, le monoxyde de carbone, si on regarde la définition, c'est un gaz qui est incolore, est inodore, qui est produit lorsqu'il y a une combustion, des substances qui sont brûlées. Ça peut être toxique lorsque c'est inhalé en grande quantité. Évidemment, ça peut être aussi nuisible en petite quantité. Lorsqu'on parle de combustion, feu de forêt, poêle à bois, nos véhicules à essence, une génératrice. Donc, tout ce qui brûle génère du CO. À faire la distinction du CO et du CO2 n'est pas pareil. Donc, du CO2 qui est le dioxyde de carbone, dioxyde pour 2, donc CO2, dioxyde de carbone, et c'est ce dont on va excréter, nous, au niveau de nos échanges gazeux. Tandis que le CO vient d'une combustion. À noter que plus que la combustion elle est mauvaise, donc exemple du bois trempe, plus que de CO qui est dégagé dans l'air ambiant et se répand partout. Et on ne le sentira pas et on ne le verra pas non plus comme tel. Donc c'est vraiment important de porter attention à ça. La ventilation doit être quelque chose de prioritaire dans des endroits où on remarque des données qui nous indiquent du CO à l'intérieur et bien évidemment notre sécurité qui est la première des choses. Les détecteurs de CO servent justement à ça lorsqu'ils vont commencer à sonner. C'est indicatif qu'il y a du CO dans la pièce. Donc, regardons au niveau physiopathologie ce qui se passe au niveau des cellules et des tissus lorsque le CO est omniprésent dans un environnement et qui est inhalé. Donc, si on regarde rapidement au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le CO se fixe, comme vous le savez probablement tous, très rapidement à l'hème de l'hémoglobine. On parle entre 200 et 250 fois plus rapidement que l'oxygène. Donc, ma saturation devient saturée à 100%, mais en CO. Le fait que mon CO se lie à mon hémoglobine, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu, c'est ce qu'on va appeler de la carboxyhémoglobine. Donc, le fait qu'ils soient liés ensemble. Et mon CO va emprisonner mon oxygène, va l'empêcher de sortir ou de rentrer, et va aussi empêcher de récupérer du CO2 pour l'expirer du système. Donc, par le fait même, mes cellules vont devenir anaérobiques, donc vont devenir hypoxiques, vont produire de l'acide lactique. Donc, dans l'ensemble du corps, les cellules, les neurones, par exemple, qui consomment beaucoup d'oxygène, vont rapidement développer des complications au niveau de mes tissus, au niveau de mes muscles. On parle, exemple, du muscle cardiaque, mais même chose lui-ci. Et il n'y aura plus d'échange gazeux, dans le fond, pour venir permettre à la cellule de bien fonctionner normalement. Donc, si on regarde l'image qui est ici, qui représente un échange alvéo-capillaire, donc on a notre alvéole qui est ici, avec notre paroi qui permet le passage de l'oxygène au niveau des capillaires, donc de la circulation sanguine. Donc notre oxygène qui est inspiré, envoyé sur notre globule rouge qui vient la saturer, la capter, vient libérer notre CO2 qui lui est expiré par notre organisme. Dans ce cas-ci, comme on a parlé précédemment, notre hémoglobine elle est saturée, notre M est saturée en CO, qui vient garder l'oxygène, ne permet pas de la libérer, notre carboxyhémoglobine, qui est coincée là. Il ne permet pas non plus de libérer le CO de l'organisme. Donc, automatiquement, votre patient devient anaérobique à l'ensemble du corps à mesure que l'intoxication s'installe. Tout dépendant évidemment de la quantité qu'il y a dans l'air environnement et tout et tout. Donc, ça peut se faire sur une période de temps plus longue ou de façon très rapide si c'est très concentré. Donc, nos atteintes qu'on va remarquer, si on regarde les différentes atteintes, atteintes neurologiques, atteintes musculaires et respiratoires, comme parlé précédemment, notre ventilation minute va augmenter, évidemment, pour compenser la problématique. Mais si mon patient est toujours dans un milieu riche en CO, il va rempirer son sort. Par contre, lorsqu'il est sorti, ben, le fait de donner, d'administrer de l'oxygène va nous aider à aller réenrichir le système et de faire déplacer le CO sur nos globules pour les remplacer par de l'oxygène pour nourrir notre corps. Si on regarde au niveau des atteintes neurologiques, on sait que le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'oxygène et de glucose, de sucre. Donc, c'est des manifestations cliniques, vous allez remarquer en premier. Donc, céphalée, nausée, faiblesse, étourdissement. Donc, on sait que ça vient toucher rapidement au niveau du cerveau. Évidemment, ça peut aller jusqu'aux convulsions, perte de conscience. Au niveau musculaire,
Même chose, on sait que nos cellules deviennent hypoxiques, deviennent anaérobiques, donc ça vient créer des problématiques. Au niveau musculaire, la myoglobine qui vient nourrir les muscles, principalement les muscles cardiaques, elle aussi transporte dans le fond l'oxygène. Et la myoglobine a une plus grande affinité, comme notre globule rouge, la myoglobine qui va avoir une affinité 40 fois plus rapide avec le CO qu'avec l'oxygène. Donc elle aussi se sature en CO et vient au niveau des muscles nuire aux échanges gazeux comme tel. Ce qui fait que notre patient devient hypoxique, devient avec des muscles cardiaques anaérobiques. Donc le principal muscle qui nous intéresse, évidemment, c'est le cœur. Donc, ça ne sera pas rare que notre patient va présenter, sous une intoxication quand même importante, des problématiques cardiaques, soit rapidement après ou un peu plus tard, dû à son exposition. Ce qui nous amène sur la courbe de Barkov. Donc, la courbe de Barkov, c'est quoi? Donc, c'est pour ma saturation en oxygène et aussi on pourrait utiliser la courbe comme telle pour le CO2. Si on regarde rapidement le tableau, pour que vous compreniez un petit peu le concept, ici, la barre en bas avec les chiffres, c'est la pression. Donc, la pression pour que l'oxygène s'accroche à l'hémoglobine. Et on pourrait avoir aussi la pression partielle pour qu'elle se décroche au niveau des tissus. Tout fonctionne par pression. Ici, les chiffres qui étaient supposés afficher, qui n'ont pas affiché, mais on parle de saturation. Donc, 0% de saturation jusqu'à 100% de saturation de l'hémoglobine. Donc, si on regarde ici à 50 au niveau de pression partielle, bien, mon hémoglobine est saturée à pratiquement presque 90%. Ce qu'on veut mentionner lorsqu'on a de la carboxyhémoglobine, donc ce qu'on a parlé au début, si je décortique un petit peu, l'oxygène qui est affilié avec l'hémoglobine, donc le HB veut dire hémoglobine, fait de l'oxyhémoglobine. Si je prends mon CO, donc plus du CO, devient du carboxyhémoglobine. C'est pour ça qu'on parle de carboxyhémoglobine lorsqu'elle est saturée en CO. Donc le carboxyhémoglobine fait déplacer ma courbe vers la gauche. Donc ma courbe normale, c'est la courbe qui est bleue, et ma courbe vers la gauche, c'est ma courbe qui est saturée en CO, par exemple. Donc, on voit qu'elle se sature beaucoup plus vite avec moins de pression dessus et elle va être rapidement saturée à 100%, même plus rapide que l'oxygène comme tel. Ce que vous avez déjà entendu précédemment, donc on parle de 200 à 250 fois plus rapide. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire déplacer la courbe de Barkov pour ceux qui ont déjà entendu, donc la température corporelle, la pression atmosphérique, des problèmes avec mon hémoglobine, le pH, donc plusieurs choses qui peuvent faire déplacer la courbe. Aujourd'hui, on va parler, dans le fond, du CO qui fait déplacer la courbe. Donc le CO, dans le fond, l'hypoxie cellulaire, dans le fond, résultat de la carboxyhémoglobine, va avoir pour effet de faire déplacer ma courbe vers la gauche. Et en la faisant déplacer vers la gauche, ben, ma pression partielle en oxygène, la PaO2 dans le fond, dans les tissus va s'abaisser plus bas pour que l'hémoglobine libère son oxygène. Malheureusement, elle ne libérera rien. Donc, en déplaçant ma courbe vers la gauche, j'ai besoin de moins de pression. Regardez ici, ça me prend 20 de pression. Ici, ça me prend presque 30 de pression. Donc, j'ai besoin de moins de pression pour libérer dans mes tissus mon oxygène, mais je n'ai aucun oxygène à libérer. Donc, mon phénomène vient augmenter, vient aggraver, dans le fond, ma problématique au niveau de ma saturation et de mon hypoxie au niveau cellulaire. Donc, la sévérité de l'intoxication repose sur plusieurs facteurs. Évidemment, la concentration ambiante, plus que c'est concentré, pire que ça va être. La durée de l'exposition, l'individu, sa santé générale, son âge, ce qu'il faisait, s'il était en effort physique, ce qui fait qu'il respirait plus rapidement, donc s'est intoxiqué plus rapidement, versus il dormait, mais ça a pris peut-être plus de temps avec qu'il s'intoxique comme tel, donc parce que la respiration était plus lente. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Les signes et symptômes, ben, c'est très variable, tout dépendant de la durée d'exposition, comme tous les facteurs qu'on a nommés précédemment. Donc, céphalée, étourdissement, nausée, vomissement, fatigue, difficulté à se concentrer, mauvaise coordination, confusion, conscience altérée, convulsion, douleur thoracique. Donc, douleur thoracique dans le lien où ce que j'ai des lésions cardiaques ou j'ai des hypoxies cardiaques. Donc, c'est pour ça qu'on le met, c'est important de toujours y penser.
Une dyspnée, donc le patient va sentir dyspnéique parce qu'il respire plus vite. Donc on a parlé précédemment pourquoi, parce qu'il veut compenser les mauvais échanges gazeux, donc il va sentir dyspnéique. Syncope qui est très mauvais signe là, au niveau de l'intox au CO. Donc doit être considéré comme très important au niveau de l'intox qui va être quand même assez massif. Évidemment, l'arrêt cardio-respiratoire comme tel. Évidemment, il peut y avoir d'autres signes et symptômes, mais c'est les principaux. Ce qu'il faut aussi garder en tête, qui est très important, c'est si vous avez plusieurs individus qui sont intoxiqués, possiblement, ou du moins qui présentent les mêmes signes et symptômes. Donc, dans un local X, j'ai 5-6 individus qui présentent des étourdissements, des nausées. Ça devrait faire partie du questionnement qu'on a. On peut penser alimentaire, mais on peut penser aussi au niveau respiratoire d'une intoxication CO dans un endroit X. Donc, ça fait partie du raisonnement qu'on doit porter. C'est très important. Donc, attention aux possibilités de problèmes cardiaques. Donc, c'est important à garder en tête, peut-être sous-estimé, mais dans la littérature, on parle de beaucoup de patients qui développent des problématiques cardiaques en lien avec des expositions assez importantes au CO. Donc, c'est à garder en tête. Comme on a expliqué précédemment, la myoglobine là, elle va capter facilement le CO pour le libérer au niveau des muscles. L'ensemble des muscles, qui dit muscle, on va parler principalement du plus important qui est le cœur. Donc, automatiquement, mon cœur va tomber, il va tomber hypoxique au niveau des échanges. Il n'y aura pas d'oxygène, il va être capable de libérer son CO. Donc, l'intoxication va amener des complications puis des arythmies possibles. Au niveau des arythmies possibles, ce qu'on va parler principalement, c'est le flotteur, la fibrillation auriculaire, la tachycardie ventriculaire, puis la fibrillation ventriculaire aussi. Il ne faut pas aussi sous-estimer que votre patient pourrait être tout simplement en infarctus, donc en ischémie cardiaque. C'est des manifestations qui sont quand même assez fréquentes au niveau des intox au CO qui sont importants. Donc, gardez en tête de mettre un monitoring puis peut-être faire un 12D à ce type de patient-là qui a été exposé à du monoxyde. Donc, le traitement, évidemment, là, on peut toujours penser à différents traitements. Si mon patient il est en faiblesse, on va prendre une glycémie. Si mon patient, justement, il est exposé à une bonne concentration, je mets le 4 brins, ça va de soi. Un 12D, toutes ces choses-là. Mais le traitement de base, qui est le traitement de choix, c'est l'oxygénothérapie. Donc, votre patient va avoir besoin d'une assistance d'un 100%, d'une CPAP, peu importe son état, là, tout dépendant de son état qui sera. Un truc important, c'est que la demi-vie du CO, ou la carboxyhémoglobine, est entre 3 à 5 heures à l'air ambiant et entre 80 et 90 minutes sous oxygénothérapie normale, dans le sens 100%. Et il va être diminué, évidemment, dans des concepts de thérapie d'hyperbare, de chambre hyperbare. Donc, vous voyez que entre 3 à 5 heures à l'air ambiant et entre 80 et 90 minutes avec oxygénothérapie 100%, ça vaut vraiment la peine d'aller traiter notre patient avec un 100% le plus rapidement possible, même si les signes et symptômes parfois semblent anodins. C'est vraiment important d'être agressif sur le traitement comme tel. Fait intéressant, dans la littérature, des effets long terme sont possibles à des patients qui ont été qui ont eu des intoxications significatives au CO. Des séquelles neurologiques peuvent persister sur des périodes de temps assez prolongées, des mois, même peut-être certains des années. Donc, on parle de troubles de mémoire, d'apathie, de dépression, d'anxiété, d'ataxie, des déficits neuraux, des altérations de la vision, des syndromes de Parkinson, des changements de personnalité, des psychoses, des démences. Donc, il y a vraiment plusieurs effets. Je pense qu'on sous-estime de patients qui pourraient avoir été intoxiqués, exemple dans le passé, à du CO et qui aujourd'hui présentent une dépression, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont importantes à garder en tête. Euh, Ces patients-là, dans le fond, doivent être évalués au niveau neurologique avec des tests psychométriques, des trucs qui doivent être vraiment investigués et puis on va vraiment comprendre le fond des choses. Donc, c'était pour que vous gardiez ça en tête, qu'un patient que vous avez comme info, qui a été intoxiqué au CO il y a quelques temps, puis qui présente aujourd'hui des signes neurologiques différents ou qui a une personnalité un peu, vous remarquez, psychiatrique, ça pourrait tout simplement être relié à l'intoxication CO qu'il y a eu précédemment. Donc, pour conclure,
Prudence. Prudence pour votre sécurité. Donc, il y a des capteurs de CO qui ont été installés, qui sont installés sur l'ensemble de la flotte, sur les moniteurs. Donc, votre moniteur vous suit. Donc, techniquement, votre capteur de CO vous suit aussi. Il y a deux intensités dessus de sonnerie. Donc, la première pour une mesure qui est plutôt qui est minime et la deuxième, intensité plus forte qui indique que c'est dangereux. Il y a des témoins lumineux et il y a aussi dessus la lecture là, en chiffres qui vous donne des informations. Donc, là, du moment que ça sonne, vous devriez tout de suite penser à votre sécurité, quitter les lieux, faire intervenir les pompiers et donner les consignes dans le fond de sécurité en conséquence. Voilà, je vous ai mis quelques références intéressantes si vous voulez aller chercher de l'info de plus ou retrouver dans le fond les références que j'ai prises. Je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup.